Tu connais cette sensation que quelque chose ne va pas, mais que personne d'autre ne semble le remarquer? Cette certitude au fond de toi qu'il manque une pièce au puzzle? C'est exactement ce qui s'est passé le jour où une famille s'est réunie pour écouter la lecture d'un testament. Ils pensaient déjà savoir ce qui allait arriver. Que tout se passerait comme d'habitude, les puissants prenant ce qui leur revient, les plus faibles étant laissés de côté. Mais ce jour-là, quelque chose a mal tourné. Ou plutôt, quelque chose a très bien tourné pour quelqu'un que personne n'attendait. Ce qui devait être un simple partage de biens est devenu une véritable guerre. Une guerre où l'on ne se battait pas seulement pour de l'argent, mais pour bien plus que ça. Et au centre de cette tempête se trouvait une seule personne, tenant entre ses mains une lettre qui pouvait tout changer. Mais aura-t-elle le courage d'affronter sa propre famille? Et toi, que ferais-tu si tu découvrais que le destin de quelque chose de grandiose repose entre tes mains, mais que pour cela, tu devais défier ceux qui ont toujours cherché à te rabaisser? Cette histoire va te faire réfléchir sur ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que je te le promets, cette histoire va te captiver du début à la fin. La première fois que je me suis vraiment sentie comme une étrangère dans ma propre famille, ce n'était pas lors d'une fête ou d'un dîner familial. C'était à un enterrement. Plus précisément, celui de ma chère tante Helena, alors que la pluie tombait doucement sur le couvercle brillant de son cercueil. Je me tenais sous un vieux chêne, légèrement en retrait des autres, sentant l'herbe mouillée coller à mes chaussures. Mes cousins s'étaient rassemblés en groupe, vêtus de robes de soie noire et de costumes hors de prix, comme s'ils assistaient à un défilé de mode de luxe plutôt qu'à des funérailles. Moi, j'étais là dans mon manteau simple, acheté dans une friperie, ressentant pleinement la différence. Je m'appelle Lila, et cela fait 31 ans que j'essaie de trouver ma place dans une famille où la richesse est considérée comme la seule vraie divinité. L'ironie du destin, c'est qu'Helena était la seule à m'avoir jamais acceptée et comprise. Tiens donc, regarde qui a daigné venir. Une voix aiguë retentit derrière moi. Je me retournai et vis Béatrice, la fille aînée de ma tante, s'approcher de moi avec un sourire hypocrite. Derrière elle, se tenaient ses deux frères, André et Julia, affichant l'attitude de personnes assistant à un gala mondain plutôt qu'à une cérémonie funéraire. Je suis surprise que tu aies trouvé du temps pour cet événement, poursuivit Béatrice, me regardant de haut en bas avec mépris. J'imagine que ça a dû être difficile de t'arracher à ton petit projet de charité. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. C'est un refuge pour femmes, Béatrice. Et Helena y venait souvent pour aider. André ricana en ajustant sa cravate en soie italienne parfaitement nouée. Notre tante n'aurait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, siffla-t-il. Elle avait des standards, tu sais. Je ne répondis pas. Les souvenirs affluèrent, Helena triant silencieusement des vêtements dans les dons, ou passant des heures à parler avec des femmes n'ayant nulle part où aller. Mais elle m'avait fait promettre de garder cela secret. Ses propres enfants ne devaient jamais savoir ce qu'elle faisait ni pourquoi. Julia sortit son téléphone et vérifia ses messages. L'avocat nous attend déjà, annonça-t-elle d'un ton froid. Je fis un pas en avant, mais Béatrice tendit immédiatement la main pour m'arrêter. Ma chère Lila, tu ne devrais pas perdre ton temps avec ça. La lecture du testament est réservée aux membres directs de la famille. Mes doigts se crispèrent dans les poches de mon manteau. Je fais partie de la famille, rétorquai-je. Helena était la sœur de ma mère. Oui, mais nous savons tout ce qu'elle pensait de toi, lança André avec un sourire narquois. Tu as toujours été le vilain petit canard, pas vrai? Julia ne dit rien, mais je vis qu'elle était mal à l'aise. Au moins, elle avait la décence de ne pas en rajouter. Le testament indique clairement qui est convoqué chez le notaire, ajouta Béatrice en ajustant son bracelet incrusté de diamants. Nous ne voulons pas faire perdre du temps à qui que ce soit. Puis ils s'éloignèrent, leurs chaussures de luxe claquant sur le gravier du cimetière, me laissant seule sous la pluie. Je suis désolée que vous ayez dû entendre cela, dit une voix douce derrière moi. Je me retournai et vis une femme âgée me regarder avec bienveillance. Vous connaissiez Helena? Demandai-je prudemment. Je m'appelle Marguerite. Je travaillais avec elle au country club, répondit-elle avec un léger sourire. Elle parlait souvent de vous, Lila. Vraiment? Demandai-je, sceptique. Oui, acquiesça-t-elle. Elle était fière de vous. Elle disait que vous étiez la seule à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. J'étais trop surprise pour répondre. À cet instant, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Vera, la directrice du refuge. Lila, nous avons besoin de toi immédiatement. Des nouvelles importantes concernant Helena. Je fronçai les sourcils. Je jetai un dernier regard à Marguerite,
puis lui adresser un léger sourire. Merci. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Je me dirigeai vers ma voiture, une vieille Skoda bleue, fiable mais complètement décalée parmi les voitures de luxe garées au cimetière. Alors que je montais à bord, j'entendis le rire de Béatrice au loin. 10 ans plus tôt, cela m'aurait blessé. Aujourd'hui, je ne ressentais plus que de la tristesse. Tu sais ce qui est le plus drôle? Entendis-je André dire. Lila croyait vraiment qu'elle serait conviée à la lecture du testament. Comme si Elena lui aurait laissé quoi que ce soit, à elle qui ne peut même pas se payer une tenue décente pour des funérailles. Je serrai le volant si fort que mes jointures en devinrent blanches. La dernière fois que j'avais vu Elena, quelques jours avant sa mort, elle avait pris ma main dans la sienne et m'avait regardé dans les yeux. « Patience, ma chère, avait-elle murmuré. Tout finira par prendre sens. » Le moteur rugit tandis que je quittais le cimetière. Ma famille pensait que tout leur appartenait déjà. Mais ils n'avaient aucune idée qu'Elena contrôlait toujours le jeu, même d'outre-tombe. Et moi, j'allais découvrir la vérité. Le refuge était un modeste immeuble de 3 étages, situé dans un quartier plus calme du centre-ville, loin des centres commerciaux scintillants et des restaurants huppés où ma famille aimait tant se montrer. De l'extérieur, il ne semblait pas spécial, la peinture s'écaillait sur les murs, et l'ensemble avait un air un peu vieilli. Mais à l'intérieur, il régnait toujours une atmosphère chaleureuse et accueillante. Dès que j'ai franchi la porte, l'odeur du café fraîchement préparé et des pâtisseries m'a enveloppé. C'était l'endroit où je me sentais vraiment chez moi. Vera, la directrice du refuge, était une femme d'une 60aine d'années, petite, avec des cheveux gris bouclés et une expression soucieuse permanente. Dès qu'elle m'a aperçu, elle s'est avancée vers moi d'un pas rapide, son visage mêlant excitation et une certaine tension mystérieuse. « Lila, enfin !» chuchota-t-elle en saisissant immédiatement ma main. « Viens dans mon bureau, vite !» Sa voix tremblait, ce qui ne lui ressemblait pas. « Que se passe-t-il » demandai-je, inquiète, tout en la suivant à travers le couloir étroit. Une fois entrée dans son petit bureau encombré, Vera referma rapidement la porte derrière nous. Elle posa une enveloppe scellée sur son bureau et me fixa du regard. « Elena l'a laissée pour toi. Elle est venue ici il y a un mois et m'a dit de ne te la donner que si elle n'était plus là. » Mon cœur manqua un battement. Je m'assis sur l'une des vieilles chaises grinçantes et pris l'enveloppe d'une main tremblante. Mon nom y était inscrit, tracé d'une écriture élégante et soignée que je connaissais trop bien, celle d'Elena. « Tu sais ce qu'il y a dedans ?» demandai-je à Vera, mais elle secoua la tête. « Non. Mais Elena m'a dit que c'était très important. Et que lorsque le moment viendrait, tu saurais quoi faire. » Je déglutis avec difficulté, puis ouvris lentement l'enveloppe. Une lettre et une petite clé en tombèrent. La lettre commençait par une seule phrase écrite d'une main ferme. « Ma chère Lila, il est temps que tu connaisses la vérité. » Mes doigts tremblèrent en continuant ma lecture. J'ai toujours su que mes enfants ne comprendraient pas mes choix. J'ai vu comment, au fil des années, l'argent et le pouvoir étaient devenus leur seule priorité. J'ai compris que si je les laissais faire, tout ce que j'avais construit serait sacrifié à leur avidité. C'est pourquoi j'ai agi. Mon testament officiel n'est qu'une façade, qu'ils accepteront sans se poser de questions. Mais ma véritable volonté repose entre d'autres mains, et je te la confie. Je dus m'arrêter un instant. Ma respiration devenait difficile. Elena avait toujours été différente du reste de la famille, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle cachait un tel secret. Je repris ma lecture. Lila, il y a 3 mois, j'ai modifié mon vrai testament. Le document officiel, que l'avocat de mes enfants va leur lire, leur fera croire qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils désiraient. Mais ma véritable volonté est conservée par une autre avocate, Maître Laura Toth. Elle est la seule en qui j'ai eu confiance, et elle sait exactement ce que tu dois faire. Trouve-la. Et surtout, ne dis rien aux autres, pas encore. Ma main se referma instinctivement sur la clé attachée à la lettre. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Murmurai-je pour moi-même, mais Vera m'entendit. Probablement quelque chose qu'Elena voulait protéger. J'acquiesçai, mais je savais que ma priorité était d'abord de retrouver Maître Toth Laura. Je rangeai précieusement l'enveloppe dans mon sac et me levai. Je dois y aller. Vera me regarda avec inquiétude. Fais attention, Lila.
Si ta famille découvre que quelque chose ne va pas, je doute qu'ils réagissent bien. Elle n'avait pas besoin de me prévenir. Je savais que ma famille, surtout Béatrice et André, ne resteraient pas les bras croisés si jamais ils apprenaient qu'Elena avait pris des dispositions différentes de ce qu'ils espéraient. Il était déjà tard dans la nuit quand j'arrivai au bureau de Maître Tot Laura. Son cabinet était situé au 3e étage d'un immeuble gris, loin des luxueux cabinets juridiques que ma famille avait l'habitude de fréquenter. Quand je frappai à la porte, une femme d'une 60aine d'années, au regard déterminé, m'ouvrit sans la moindre hésitation. « Lila, je t'attendais. » Elle dit cela comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de recevoir une visite à 22 heures passées. J'entrai dans son bureau et pris place. Laura sortit un épais dossier de son tiroir et le posa sur son bureau. « Elena avait confiance en toi. Elle savait que tu étais la seule à pouvoir comprendre pourquoi elle a fait cela. » Je hochai la tête en silence. Laura ouvrit alors le dossier. « Ceci est son véritable testament. » Elle fit glisser les documents devant moi. J'eus du mal à respirer en lisant les lignes sous mes yeux. Tous les biens, les propriétés, les investissements. Ils n'étaient pas destinés à Béatrice, André et Julia. Ils allaient à... Mon nom est écrit ici, soufflai-je, sous le choc. Laura hocha la tête. Oui. Et ce n'est pas tout. Elena a stipulé que la majeure partie de sa fortune devait être utilisée pour créer une fondation, dédiée à l'entretien et au développement du refuge. Mais c'est toi qui seras en charge de tout cela. Mon cœur battait à tout rompre. Ma famille, ils n'accepteront jamais ça. Laura esquissa un léger sourire, mais son regard resta perçant. C'est exactement pour cela que nous devons jouer intelligemment. Nous devons les laisser croire, au début, qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et puis, lorsque le moment sera venu, tout changera. Un frisson me parcourut l'échine. Elena avait tout prévu. La seule question était de savoir si j'étais prête à aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, lorsque je me regardais dans le miroir, je vis une femme que j'avais du mal à reconnaître. Mon visage était pâle, des cernes sombres creusaient le dessous de mes yeux, et cette sensation oppressante dans ma poitrine refusait de s'atténuer. Je savais qu'aujourd'hui, tout allait changer. Je devais être au cabinet d'avocat à 14 heures. Béatrice, André et Julia étaient sûrement convaincus que tout allait se dérouler sans accroc et qu'ils allaient enfin obtenir ce qu'ils avaient toujours voulu, la fortune d'Elena. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Alors que je sortais de mon appartement, mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche. Numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je, hésitante. « Lila, ici maître Laura Tot. » J'entendis immédiatement son ton sérieux et assuré. « Je dois te dire quelque chose avant que tu n'assistes à la lecture du testament. » Je m'arrêtai net dans l'escalier, sentant mes paumes devenir moites. « Que se passe-t-il ? » J'ai reçu un appel intéressant hier soir, continua Laura. Un employé du bureau notarial m'a informé que quelqu'un a tenté d'accéder au testament officiel d'Elena. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était Béatrice, n'est-ce pas ? Très probablement, soupira Laura. Mais ils n'ont pas réussi. Les documents sont protégés, et les modifications apportées par Elena restent valides. Mais cela signifie qu'ils se doutent que quelque chose ne va pas. Je serrai les lèvres. Évidemment, ils n'étaient pas idiots. Ils avaient passé leur vie à manipuler les autres, et si quoi que ce soit menaçait leur droit à la fortune, ils attaquaient immédiatement. « Que dois-je faire ?» demandai-je. « Rien, » répondit Laura fermement. « Aujourd'hui, tu dois juste écouter. Observer leur réaction. Laissons-les croire que tout leur appartient, jusqu'à ce que le moment soit venu. » Je hochai la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. D'accord. On se retrouve là-bas. Alors que je raccrochais, je pris une profonde inspiration. C'était le moment où tout allait basculer. Et j'étais prête. Le cabinet d'avocat était imposant, avec de grandes façades de marbre et un immense lustre suspendu au plafond du hall d'entrée. Dès que j'entrai, je les aperçus immédiatement. Béatrice portait une robe noire parfaitement ajustée, son sac de créateur hors de prix suspendu à son bras.
André arborait un costume bleu marine sur mesure, tandis que Julia avait opté pour un ensemble sobre mais raffiné. Tous trois tournèrent la tête vers moi en même temps. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla Béatrice en s'avançant vers moi. « Je croyais que c'était réservé à la famille », ajouta André avec un sourire moqueur. Je pris une profonde inspiration et les regardai calmement. « Je fais partie de la famille », répondis-je d'une voix douce mais ferme. Elena ne devait sûrement pas le voir de cette façon, ricana André avant de tourner les talons et d'entrer dans la salle. Béatrice me fixa un instant de plus, puis le suivit. Julia resta seule avec moi dans le couloir. Elle ne dit rien, mais croisa mon regard une fraction de seconde. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Un doute ? Un pressentiment que tout n'était pas aussi simple qu'il l'espérait ? Mais avant qu'elle ne puisse parler, l'avocat ouvrit la porte et nous invita à entrer. Au centre de la salle trônait une longue table en bois sombre. Une fine mallette noire y avait été posée, contenant le testament d'Elena. L'atmosphère devint électrique lorsque chacun prit place. Laura s'installa à l'extrémité de la table, sereine et confiante. « Merci à tous d'être présents », commença-t-elle en ouvrant le dossier. « Je vais maintenant lire les dernières volontés d'Elena. » La pièce sembla se figer dans le temps, chacun retenant son souffle. Moi, Elena Varney, en pleine possession de mes moyens et de mon libre arbitre, dispose de tous mes biens, y compris mes propriétés, mes investissements et mes autres actifs. Le sourire de Béatrice s'élargit. Qui seront tous attribués à Lila. Le silence qui suivit fut aussi brutal qu'un verre éclatant sur un sol de marbre. André recula sa chaise. « C'est une plaisanterie !» s'exclama-t-il. Béatrice lança un regard noir, tandis que Julia resta totalement immobile. « C'est impossible !» hurla Béatrice. « Où est le vrai testament ?» Laura resta impassible. « Ceci est le vrai testament », déclara-t-elle calmement. Un document authentifié, signé de la main d'Elena et validé devant un notaire. André, tremblant de rage, frappa la table du poing. Elena n'était sûrement pas en pleine possession de ses moyens quand elle a écrit ça. On l'a manipulé. On peut contester ce document. Sans un mot, Laura sortit un autre papier et le posa devant eux. J'ai ici un rapport médical attestant qu'Elena était en parfaite santé mentale lorsqu'elle a rédigé son testament. Elle a même subi plusieurs examens psychiatriques, qu'elle a demandés elle-même, pour éviter toute contestation. Les poings de Béatrice se serrèrent. Ce n'est pas juste. Je laissai échapper un petit rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas juste ? Répétai-je en la regardant droit dans les yeux. Vous avez tous vécu de sa fortune toute votre vie. Et maintenant qu'elle a décidé, pour une fois, de faire ce qu'elle voulait avec son argent, vous trouvez ça injuste ? Béatrice me fusilla du regard, comme si elle voyait en moi une menace qu'elle n'avait jamais anticipée. On ne va pas en rester là. Ils se levèrent un à un et quittèrent la salle. Avant de partir, André me lança un dernier regard assassin. Laura referma le dossier et tourna son regard vers moi. Ce n'était que le début, Lila. La vraie bataille commence maintenant. Es-tu prête ? Je restai silencieuse un instant. Puis, lentement, je hochai la tête. Totalement. Parce que ce qu'Elena m'avait laissé n'était pas juste une fortune. C'était une mission. Une vérité que je ne pouvais plus garder secrète. Après la lecture du testament, plus rien n'était comme avant. Béatrice, André et Julia quittèrent le cabinet d'avocats, le visage marqué par la stupéfaction et la colère. Je voyais bien qu'ils n'allaient pas en rester là. Je les connaissais. Ils n'étaient pas du genre à accepter la défaite. Laura rangea calmement les documents, puis leva les yeux vers moi. Lila, à partir de maintenant, ils vont surveiller chacun de tes faits et gestes. Sois prudente. J'acquiesçai. Je savais que ce n'était que le début. Quand je rentrai chez moi ce soir-là, un silence inhabituel régnait dans mon appartement, mais quelque chose me semblait différent. Une sensation étrange me traversa. Comme si, je n'étais pas seule.
J'avançai lentement et, à cet instant précis, je la vis. Julia était debout près de la fenêtre, me tournant le dos. « Comment es-tu entrée ?» demandai-je doucement, mais ma voix trahissait ma tension. Julia se retourna lentement. « La serrure de ta porte était un jeu d'enfant, » répondit-elle calmement. « Je voulais te parler. Et tu n'aurais pas pu frapper comme une personne normale ?» Elle poussa un long soupir avant de croiser enfin mon regard. Mais son regard était différent. Il n'avait ni l'arrogance méprisante de Béatrice, ni la rage brûlante d'André. « Lila, dis-moi la vérité, » murmura-t-elle. « Pourquoi maman t'a tout légué ?» La question me figea. Je ne pouvais pas mentir, mais je ne pouvais pas non plus tout lui dire. Pas encore. Parce qu'elle savait que je ne voulais pas de cet argent, répondis-je finalement. Elle ne me l'a pas laissé pour que je sois riche, mais parce qu'elle voulait être sûre qu'il soit utilisé à bon escient. Julia resta silencieuse un instant, puis alla s'asseoir sur le bord de mon canapé. Le refuge. Je hochai la tête. Oui. Elle inspira profondément, puis enfouit son visage dans ses mains. Maman nous a caché tellement de choses. Béatrice et André sont en colère parce qu'ils ont l'impression qu'elle les a trahis. Mais moi, je ne sais pas ce que je ressens. Un silence pesant s'installa entre nous. Puis, doucement, je déclarai. Julia, si tu veux vraiment connaître la vérité, viens demain au refuge. Viens voir ce qu'Elena a construit. Je vis l'hésitation traverser son regard. Mais après un instant, elle hocha la tête. D'accord. C'était la première fissure dans leur unité. Et j'allais l'exploiter. Le lendemain matin, je partis tôt pour le refuge. À mon arrivée, Vera m'attendait déjà devant la porte. « Alors ?» demanda-t-elle, impatiente. « Ça a commencé. » Je hochai la tête. « Et maintenant, les choses vont devenir compliquées. » Alors que je m'apprêtais à entrer, une voiture noire s'arrêta de l'autre côté de la rue. Mon cœur rata un battement. Je la reconnus immédiatement. C'était la voiture de Béatrice. Je la vis descendre avec une démarche déterminée, les traits crispés par la colère. Elle marcha droit vers moi, ses talons claquant violemment sur le trottoir. « Lila, on doit parler. » Tous mes muscles se tendirent. « De quoi ? Ne joue pas à l'innocente. » siffla-t-elle. « Tu savais que maman allait faire ça. Tu l'as manipulée. » Je serrai les dents. Elena ne se laissait pas manipuler. Elle a pris cette décision d'elle-même. Béatrice laissa échapper un rire sarcastique. « Tu crois vraiment qu'on va accepter ça ? André est déjà en train de voir des avocats. On va prouver que tu l'as influencé. » Je sentis la colère monter en moi. Je m'approchai lentement d'elle et, d'une voix calme, je répondis. « Alors essaie. Mais tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Béatrice ? Moi, je ne fais pas ça pour l'argent. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et regagna sa voiture. Mais je savais que ce n'était pas la dernière fois que nous allions nous affronter. Cet après-midi-là, Julia arriva au refuge. Elle marcha silencieusement dans les couloirs, observant les femmes qui tentaient de reconstruire leur vie ici. Elle finit par s'arrêter devant une chambre où une jeune mère berçait son bébé. Je me tins à ses côtés et murmurai. Maman disait toujours qu'on ne mesure pas la valeur d'une personne à son compte en banque. Je me tournai vers elle. Mais à ce qu'elle fait pour les autres. Julia ne répondit pas tout de suite. Elle resta là, immobile, pensive, puis poussa un long soupir. Je sais que Béatrice et André n'accepteront jamais ça, finit-elle par dire. Mais moi, je veux comprendre. Je la regardai droit dans les yeux. Alors viens avec moi. Après une longue hésitation, elle hocha la tête. C'était la deuxième fissure. Et cette fois, je savais qu'elle pouvait être fatale à leur plan. Le lendemain matin, je reçus un message urgent de Laura. André a fait le premier pas. Il vient de déposer une plainte au tribunal. Prépare-toi. La guerre était officiellement déclarée. Le lendemain matin, en me réveillant,
Mon téléphone vibrait sans arrêt sur ma table de nuit. Encore à moitié endormi, je tendis la main et vis immédiatement les notifications clignotantes sur l'écran. Maître Laura Toth. André a déposé une plainte. L'affaire va être portée devant les tribunaux. Vera. Lila, tu dois voir ça. Les journaux en parlent déjà. Mon cœur s'emballa alors que j'ouvrais le lien envoyé par Vera. Journal, scandale autour de l'héritage Varney. La célèbre femme d'affaires Helena Varney laisse derrière elle un testament mystérieux qui divise sa famille. L'article était rempli de spéculations, mais une chose était claire, ma famille avait décidé de livrer la bataille publiquement. Non seulement ils m'attaquaient en justice, mais maintenant, la presse s'en mêlait aussi. Je répondis immédiatement à Laura. On doit se voir. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le cabinet de Laura, entourée de 2 autres avocats spécialisés, que Laura avait appelés en renfort pour cette affaire. Des piles de dossiers couvraient la table, et Laura me regardait avec le sérieux d'un général prêt à partir en guerre. Ça a dégénéré très vite, remarquai-je en feuilletant les documents. On s'y attendait, répondit Laura. André et Béatrice ne vont pas abandonner facilement. Elle poussa un dossier vers moi. Dans leur plainte, ils prétendent qu'Helena n'était pas en état mental pour prendre une décision aussi importante. Je soupirai. Et comment comptent-ils prouver ça? Laura ouvrit un autre dossier et le posa devant moi. Ils ont déjà engagé un expert qui témoignera en affirmant qu'Helena avait un comportement étrange ces dernières années, et que sa lucidité était probablement altérée. Mes poings se serrèrent sur la table. Ils mentent. Évidemment, acquiesça Laura. Mais c'est à nous d'apporter la preuve du contraire. Mes pensées s'embrouillaient. Je savais qu'Helena était parfaitement lucide quand elle avait écrit son testament. Mais au tribunal, l'argent et le pouvoir comptaient autant que la vérité, et André et Béatrice avaient ces 2 atouts de leur côté. Que peut-on faire? Demandai-je. Laura esquissa un sourire. Heureusement, Helena avait prévu tout ça. Elle sortit une autre enveloppe, me la tendit, et ajouta. Elle t'a laissé une lettre. Et tout ce que tu dois savoir est dedans. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et en découvrant l'écriture élégante et soignée d'Helena. Ma chère Lila, si tu lis cette lettre, alors mes enfants ont fait exactement ce que j'avais prévu. J'ai toujours su que l'argent comptait plus que tout pour eux. Mais sache que j'avais anticipé leur réaction. Le refuge n'était pas juste un rêve pour moi. Je voulais m'assurer qu'ils survivraient sur le long terme. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Maître Laura a gardé toutes les preuves. Ne crains rien, Lila. Tu n'es pas seule. Mes yeux s'embuèrent. Helena avait tout prévu. Laura observa mon expression bouleversée, puis déclara. Notre prochaine étape, c'est de présenter ces preuves. Elle posa plusieurs dossiers sur la table. Nous avons des documents médicaux qu'Helena a demandés elle-même, prouvant qu'elle était parfaitement lucide. Puis elle sortit une clé USB de son tiroir et la fit glisser devant moi. Et surtout, nous avons un dernier atout. Je levai les yeux vers elle. Lequel? Elle sourit légèrement. Une vidéo. Je retins mon souffle. Helena y explique elle-même pourquoi elle a pris cette décision. Je pris la clé USB, mes mains tremblantes. Quand l'a-t-elle enregistrée? 2 mois avant sa mort. Je me penchai en avant. Et quand allons-nous la montrer? Laura croisa les bras et sourit. Au tribunal. Pour qu'il ne puisse rien faire pour l'empêcher. 2 jours plus tard, le jour du procès était arrivé. Devant le tribunal, les journalistes et photographes se bousculaient. Les flashs crépitaient, et les reporters hurlaient leurs questions. Lila, est-il vrai qu'Helena Varney n'était plus en pleine possession de ses moyens? L'avez-vous manipulée pour qu'elle vous laisse sa fortune? Que pensez-vous des accusations de vos frères et sœurs? Je ne répondis pas. Inutile de se battre contre eux ici. Je pénétrai dans le tribunal et croisai André et Béatrice, debout aux côtés de leurs avocats, sur 2. Julia, elle, resta légèrement en retrait. Son regard était indécis. Un doute. Un premier signe que peut-être, elle commençait à voir la vérité. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. Les avocats d'André et Béatrice appelèrent plusieurs témoins, tous achetés, qui tentèrent de prouver qu'Helena était mentalement instable. Un ancien employé,
probablement grassement payée, déclara. Elle n'était plus la même. Elle avait cessé de s'intéresser aux galas et aux voyages de luxe. Elle était obsédée par ce refuge. Je serrai les dents. Puis ce fut notre tour. Laura se leva calmement et déclara. Votre honneur, nous souhaitons présenter une preuve clé. Une vidéo enregistrée par Elena Varney, 2 mois avant sa mort. Un frisson parcourut la salle. André et Béatrice se figèrent. Le juge acquiesça. La vidéo démarra. Sur l'écran, le visage d'Elena apparut. Elle semblait fatiguée, mais ses yeux brillaient toujours de cette détermination inébranlable. Si vous regardez cette vidéo, alors mes enfants ont fait exactement ce que j'avais prévu. Ils m'attaquent en justice. Un murmure parcourut la salle. André, Béatrice, si vous pensez que j'ai été influencé, vous vous trompez. Un silence pesant tomba. J'ai pris cette décision de mon plein gré, avec un esprit clair. Elena brandit un dossier devant la caméra. Voici mes examens médicaux. Ils prouvent que j'étais en parfaite santé mentale. André bondit de sa chaise. C'est de la manipulation. Le juge frappa du marteau. Silence dans la salle. Sur l'écran, Elena poursuivit. Le refuge était mon véritable héritage. Lila était la seule qui n'attendait rien de moi. C'est pourquoi je lui laisse tout. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors je vous plains. Mais c'est mon dernier souhait. La vidéo s'acheva. Un silence écrasant tomba sur la salle. Le juge reprit la parole. Je rendrai mon verdict demain. André et Béatrice avaient perdu leur couleur. Leur confiance s'était envolée. Julia, elle, me regarda d'un air différent. Comme si elle comprenait enfin. Mais je savais que le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. La nuit après l'audience fut presque blanche. Mon esprit tournait en boucle, incapable de se calmer. Même si la vidéo d'Elena avait tout expliqué, je savais qu'André et Béatrice ne lâcheraient pas l'affaire si facilement. Ils n'étaient pas de ceux qui acceptent la défaite. Toute leur vie, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Mais cette fois, quelque chose leur échappait. Le matin, en arrivant au tribunal, l'atmosphère était encore plus tendue que la veille. Une masse de journalistes attendait devant les portes, micro à la main, lançant leurs questions à la volée. Lila, que pensez-vous du verdict attendu aujourd'hui? André et Béatrice affirment que la décision d'Elena est frauduleuse. Que répondez-vous? Est-il vrai qu'ils ont tenté de cacher le véritable testament? Je ne répondis pas. Je me contentais d'avancer vers l'entrée, évitant les caméras, et me diriger droit vers la salle d'audience. André et Béatrice étaient déjà là. Leur avocat murmurait avec eux, leur visage fermé, noir de rage. Mais Julia, elle, s'était assise légèrement à l'écart. Quand nos regards se croisèrent, elle m'adressa un discret signe de tête. Laura entra à mes côtés et murmura. Ils vont essayer de te déstabiliser aujourd'hui. Mais souviens-toi, ce n'est plus eux qui contrôlent la situation. Je pris une grande inspiration, puis je m'assis. Le juge entra, et le silence tomba instantanément. Il parcourut les documents devant lui, avant de prendre la parole. J'ai examiné l'affaire et pris en compte toutes les preuves. Béatrice se pencha en avant, tendue comme un fil prêt à se rompre. André, lui, serrait déjà les poings contre la table. Le juge poursuivit. La question est de savoir si le testament d'Elena Varney est valide et si elle a pu être influencée dans sa décision. Un silence pesant tomba dans la salle. Puis le verdict tomba. Après avoir analysé tous les témoignages et les documents, je conclus qu'Elena Varney a rédigé son testament en toute lucidité et de son plein gré. Mon cœur rata un battement. Par conséquent, le testament est jugé valide. Une vague de choc parcourut la salle. Le juge continua. L'intégralité de l'héritage reviendra à Lila, comme stipulé par la défunte, et sera utilisée pour financer le refuge. La plainte déposée par M et Mademoiselle Varney est rejetée. Silence absolu. Puis, brusquement, André bondit de sa chaise. C'est une farce. Rugit-il. Vous ne pouvez pas nous voler notre héritage.
Le juge leva calmement les yeux vers lui. Monsieur Varney, si vous continuez, je vous ferai expulser de cette salle pour outrage. Béatrice, les mâchoires serrées, resta silencieuse, mais son regard était empli de rage. Laura se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. C'est fini. On a gagné. Dès que nous sortîmes du tribunal, les journalistes nous tombèrent dessus, leurs micros tendus sous notre nez. Lila, que comptez-vous faire maintenant avec cet argent? Votre famille affirme qu'ils ont été dépossédés injustement. Que répondez-vous? Un message pour Béatrice et André? Mais avant que je puisse répondre, quelque chose d'inattendu se produisit. Julia s'avança et se plaça à mes côtés. Laissez-nous passer. Son ton était ferme, autoritaire. Je la regardai, surprise. Elle me lança un léger sourire, avant de murmurer. Tu n'es pas seule, Lila. Un instant, je restai figé. Puis, lentement, je hochai la tête. C'est alors qu'une voix familière déchira la foule. Ce n'est pas fini. André. Je le vis se débattre dans la foule, son visage déformé par la rage. On verra bien qui aura le dernier mot. Béatrice tenta de l'attraper par le bras, pour l'éloigner, mais il la repoussa violemment. Son regard croisa le mien. Et un frisson me parcourut. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était devenu personnel. Quelques jours plus tard, je me tenais devant le refuge. Cet endroit était désormais sous ma responsabilité. Pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui y trouvaient une seconde chance. Vera était à mes côtés, et je sentis la fierté dans son regard. Elena a bien fait de te choisir, dit-elle doucement. Elle savait que tu saurais protéger cet endroit. Je tentai de sourire, mais les mots d'André résonnaient encore dans ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment fini, admis-je. Vera poussa un soupir. Les gens comme eux n'abandonnent jamais. Mais il y a une différence entre eux et toi, Lila. Toi, tu ne te bats pas pour l'argent. Elle me regarda droit dans les yeux. Toi, tu te bats pour quelque chose de plus grand. Elle avait raison. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Ce soir-là, je reçus un message de Julia. On doit parler. C'est important. Il n'y avait qu'un lieu et une heure, un petit café en centre-ville, demain à 15 heures. Sans trop savoir pourquoi, je décidai d'y aller. Quand j'arrivai, Julia était déjà là, remuant lentement son café. Dès que je m'assis, elle me fixa droit dans les yeux. Je sais qu'André et Béatrice ne vont pas s'arrêter là, dit-elle doucement. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Tous mes muscles se tendirent. Quoi? Julia prit une grande inspiration. André est en contact avec un promoteur immobilier. Il essaie de trouver un moyen de mettre la main sur le bâtiment du refuge. Un frisson glacé me parcourut. Qu'est-ce que tu dis? Julia baissa les yeux. Je les ai entendus en parler. Béatrice lui a dit que s'il ne peut pas récupérer l'héritage légalement, il trouvera un autre moyen. Je serrai les poings. Je ne le laisserai pas faire. Julia leva enfin les yeux vers moi. C'est pour ça que je te le dis. Tout venait de basculer. Je croyais que le combat était terminé, mais je m'étais trompé. Ce n'était pas juste une querelle d'héritage. C'était une guerre. Et maintenant, André ne voulait plus seulement l'argent. Il voulait se venger. Mais moi aussi, j'étais prête. Prête à défendre ce qu'Elena m'avait confié. Le café était silencieux, quelques clients étaient installés aux tables, mais j'avais l'impression que tout bruit autour de moi s'était estompé. Les paroles de Julia résonnaient encore dans ma tête. André ne renoncera pas. Il veut récupérer le refuge. Je posai lentement ma tasse et plongeai mon regard dans celui de Julia. Tu es sûre? Elle hocha la tête, le visage sombre. Je l'ai entendu le dire à Béatrice. Il a affirmé que si la loi ne lui permet pas d'obtenir le refuge, il trouvera un autre moyen. Il est ** déjà en contact avec un investisseur immobilier. Un frisson me parcourut l'échine. Je savais qu'André était sans pitié, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Pourquoi tu me dis ça?
demandai-je doucement. Pourquoi ne restes-tu pas de leur côté? Julia esquissa un léger sourire, mais son regard resta empli de tristesse. Parce que maintenant, je comprends enfin maman. J'ai toujours cru qu'elle n'était qu'une femme mondaine qui aimait le luxe. Mais je me trompais. Elle voulait construire un monde où les gens ne seraient pas définis par leur fortune. Julia inspira profondément. Je vois maintenant que tu es la seule capable d'honorer cette vision. Un silence s'installa. Je ne peux pas effacer ce que Béatrice et André ont fait. Mais je refuse de les suivre. Je l'observais. Et pour la première fois, je sentis qu'elle comprenait réellement ce pourquoi je me battais. Merci de m'avoir dit ça, finis-je par murmurer. Elle acquiesça. Mais fais attention, Lila. Quand André veut quelque chose, il ne recule devant rien. Je me levai, enfilai mon manteau. Alors il est temps d'agir avant lui. Dans les heures qui suivirent, je me rendis immédiatement chez Laura. Son bureau était devenu une seconde maison ces dernières semaines. Elle était assise derrière son bureau quand j'entrai. « Je savais que tu viendrais », dit-elle en retirant ses lunettes. « Que se passe-t-il » Je m'assis et lui racontai tout. Son expression s'assombrit au fil de mon récit. Si André est réellement en contact avec un promoteur immobilier, cela signifie qu'il veut s'approprier le refuge par tous les moyens. Un frisson d'angoisse me parcourut. Comment peut-on l'en empêcher? Laura réfléchit un instant, puis ouvrit un tiroir et en sortit un document. Elena n'a pas seulement légué l'immeuble, expliqua-t-elle. Avant de mourir, elle a signé un contrat stipulant que le refuge était une organisation à but non lucratif, ce qui signifie qu'il ne peut pas être vendu à des fins privées. Je retenais mon souffle. Donc, il ne pourra jamais l'obtenir? Elle hocha la tête. Non. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Enveloppe avec flèche bas numéro inconnu. Nos regards se croisèrent. J'hésitai un instant, puis décrochai. Lila? La voix d'André. Mon cœur se serra. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler. J'ai une proposition à te faire. Je n'ai pas besoin de tes propositions. Réfléchis avant de refuser. Retrouvons-nous ce soir au vieux domaine familial. On en discutera. Laura secoua vigoureusement la tête, me suppliant du regard de refuser. Mais je savais que je n'avais pas le choix. D'accord. Mais si c'est un piège, André, tu vas le regretter. Il rit doucement avant de raccrocher. Laura lâcha un soupir exaspéré. C'est une terrible idée. Il joue avec toi. Je dois savoir ce qu'il prépare. S'il n'obtient pas ce qu'il veut aujourd'hui, il trouvera un autre moyen. Elle soupira. Très bien. Mais tu n'iras pas seule. La vieille demeure familiale était déserte et glaciale lorsque j'arrivai à la nuit tombée. Autrefois grandiose, elle n'était plus qu'une coquille vide, remplie uniquement des fantômes du passé. Sur la terrasse, André m'attendait, un verre de whisky à la main. Dès qu'il me vit, il sourit. Je pensais que tu ne viendrais pas. Tu as dit que tu avais une offre. Parle, et j'y vais. Il se cala dans son fauteuil, l'air détendu. Écoute, je sais que le tribunal t'a donné l'héritage. Mais penses-tu vraiment être la bonne personne pour gérer ça? Un refuge? Vraiment? Il ricana. Ce n'est pas un business. Il faut de l'argent, des contacts. Moi, je peux faire en sorte que ça fonctionne. Je laissai échapper un soupir. Je ne te le vendrai jamais, André. Son regard s'assombrit. Tu sais qu'il existe d'autres moyens d'obtenir ce que je veux. Je serrai les poings. Tu peux essayer. Mais tu échoueras. Un long silence. Puis, contre toute attente, il se mit à rire. Tu as toujours été têtue, Lila. Il vida son verre et le posa sur la table. Mais pour la première fois, je vois que tu crois vraiment en quelque chose. Il se leva lentement. Peut-être que c'est pour ça que maman t'a choisi. Nous nous fixâmes quelques secondes. Puis, il se détourna et rentra dans la maison. Je savais que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois, André comprenait qu'il ne pourrait pas me briser. Quelques semaines plus tard,
Le refuge entama une nouvelle ère. Les rénovations avaient commencé. Tout était enfin en train de prendre forme, exactement comme Elena l'avait rêvé. Julia était là pour l'inauguration. Béatrice et André, eux, ne vinrent pas. Je parcourus la pièce du regard, observant ces femmes qui avaient enfin trouvé un foyer. Les paroles d'Elena résonnèrent en moi. Le véritable héritage ne réside pas dans l'argent, mais dans le monde que nous laissons derrière nous. Et maintenant, c'était à moi de perpétuer cet héritage. La vie est pleine de retournements inattendus, et cette histoire en est la preuve. Nous avons suivi le parcours de Lila, une femme rejetée par sa propre famille, privée de ce qui semblait être son droit, mais qui a finalement découvert un héritage bien plus grand que de simples richesses matérielles. Ce récit nous rappelle que les vraies valeurs ne se trouvent pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité d'aimer, d'aider et de protéger ce qui est juste. Et maintenant, je veux poser une question à chacun d'entre vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout. Qu'auriez-vous fait à la place de Lila? Auriez-vous eu le courage de vous lever contre ceux qui cherchaient à vous écraser? Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas seulement celle de Lila. C'est une histoire qui reflète les luttes de nombreuses personnes dans la vie réelle. Qui n'a jamais été sous-estimé? Qui n'a jamais été rejeté par des personnes qui auraient dû être là pour le soutenir? Qui n'a jamais dû se battre pour prouver sa valeur? Et pourtant, Lila a choisi de ne pas se laisser définir par la façon dont sa famille la traitait. Elle n'a pas cherché à se venger. Elle n'a pas couru après la richesse. Elle a choisi de se battre pour un héritage bien plus grand, un refuge pour ceux qui en avaient besoin. C'est là que réside la vraie leçon de cette histoire. La plus grande richesse n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous choisissons de laisser derrière nous. Si vous avez aimé cette histoire et que vous ressentez, comme moi, qu'elle porte un message puissant, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui vous fera réfléchir, vibrer et voir le monde sous un nouvel angle. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous battre pour ce qui était juste? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages, et c'est toujours un plaisir de voir vos réflexions. Mais avant de conclure, il y a quelque chose d'encore plus important que je veux partager avec vous. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de justice, d'héritage ou de trahison. Elle parle aussi d'amour. Et cela me fait penser à l'amour le plus grand qui ait jamais existé. Dans Jean 3h16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Prenez une seconde pour vraiment réfléchir à ces mots. Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie qu'il vous aime. Il nous aime tous. Peu importe notre passé, nos erreurs, nos luttes ou nos échecs. Tout comme Lila, nous avons tous connu le rejet, la douleur, la trahison. Nous avons tous, à un moment ou un autre, eu l'impression que le monde était contre nous, que nous étions seuls dans notre combat. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas seuls. Dieu nous a aimés au point de donner son propre Fils pour nous sauver. Pensée grecque, quelle plus grande preuve d'amour pourrait exister? Dans cette histoire, Lila a reçu un héritage qui a changé sa vie, mais cet héritage n'avait rien à voir avec l'argent. C'était un héritage d'amour et de justice. De la même manière, Dieu nous offre un héritage éternel, quelque chose qui dépasse toutes les richesses de ce monde. Et la meilleure nouvelle, c'est que cet héritage est gratuit. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous le méritez. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'obtenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter. Accepter que Dieu vous aime. Accepter que Jésus-Christ est venu pour vous donner une nouvelle vie, une vie remplie de paix, de pardon et d'espérance. Peut-être que vous vous sentez perdu. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être que, comme Lila, vous avez l'impression que tout est contre vous. Mais voici la promesse de Dieu: quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Il vous suffit de dire: Seigneur, je veux te connaître.
Je veux comprendre cet amour dont parle la Bible. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Et si vous avez déjà pris cette décision, alors partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que, tout comme Lila a découvert qu'elle avait un rôle plus grand à jouer, nous avons tous un but plus grand dans cette vie. Et ce but commence avec l'amour de Dieu pour nous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec un simple Amen ou un message sur ce que vous ressentez en ce moment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'histoires qui inspirent, qui font réfléchir et qui changent la manière dont nous voyons la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.